La France, c'est le premier pays importateur et exportateur des arts de la rue. Les arts de la rue, ça s'est jamais arrêté, parce que la culture, c'est aussi festif. Moi, je viens des arts de la rue, je viens de l'éducation populaire. Les arts de la rue aussi ont cette faculté à mêler les répertoires. Coucou, bonjour. Aujourd'hui, on est avec Frédéric, qui vient de nous parler un peu de son parcours et de ses expériences dans le cinéma et aussi dans les arts de la rue. Bonjour. Alors, du coup, Frédéric, tu peux déjà te présenter et nous dire ce que tu fais. Voilà. Alors, actuellement, moi, je suis soi-disant à la retraite depuis quelques années, mais je continue à travailler. Effectivement, moi, je viens des arts de la rue au départ. Voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 80, avec des collègues, on a décidé de passer nos vacances à partir faire la Manche dans le sud, comme ça, pour le plaisir. Donc on est parti faire du théâtre dans la rue, comme ça, on jouait, on faisait la Manche dans les villages. C'était assez sympa, on avait tous le désir de toute façon de faire du théâtre. On est parti avec un spectacle qui s'appelait Mistero Buffo, d'après Dario Fo, donc des textes du XIIe siècle, des textes très sociaux, très revendicatifs, mais très vieux en même temps. Et nous, on les avait réadaptés à la situation un peu fin des années 70, à la fin de l'ère Giscard. Et vite fait, il y a eu une espèce, en 80, Mitterrand est élu, il y a la fête de la musique, et il y a une espèce de grosse mode des carnavals sur les villes de banlieue. Donc nous, à l'époque, on faisait du théâtre masqué, on faisait des échasses, on faisait de la musique, etc., etc. Et on s'est trouvé embringué dans toutes ces choses-là. Donc on s'est retrouvé à monter une première compagnie. Et de fil en aiguille, Michel Crespin, il a commencé à créer le Festival d'Aurillac. Donc il y a eu le premier festival international des arts de la rue avec 10 compagnies en 85. Et Chalon a suivi et les autres festivals ont suivi au fur et à mesure. Donc nous on était déjà sur le terrain, donc on a tout d'un coup, on était déjà le wagon, on l'a accroché à la locomotive et on est parti comme ça sur les arts de la rue et on a remonté une compagnie à la suite, etc., etc. On a travaillé avec d'autres compagnies et on s'est retrouvé un petit peu dans ce système de festival suite au carnaval, eux qui se sont arrêtés au fur et à mesure, ou des gros carnavals comme à Bagneux, à Suresnes, à Amiens, qui sont devenus des festivals des arts de la rue également, avec beaucoup de déambulations encore, mais surtout des spectacles posés, du fixe, voilà. Alors les arts de la rue, c'est surtout, au départ, il y avait pas mal de théâtre, mais il y a toujours eu de la musique, il y a toujours eu du cirque, il y a toujours eu même de la danse en espace public, du mime. Enfin, à Beaubourg, dans les années 80, il y avait des bonimenteurs, des conteurs, des raconteurs d'histoires, des jongleurs, des circassiens, un mime, etc., etc. Les arts de la rue, ça s'est jamais arrêté, hein. Il y a des gens qui parlent de la naissance des arts de la rue dans les années 80, non, c'est une résurgence en fait. Il y avait les arts de la rue sont petit à petit tombés un peu en désuétude, on va dire, entre guillemets, mais ça s'est jamais arrêté. Il y a toujours eu des forains, il y a toujours eu des théâtres ambulants, il y a toujours eu des fanfares, etc., etc. Après, effectivement, tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'il y avait un véritable engouement du public à être dehors, notamment grâce à la fête de la musique, et de retrouver comme espace de jeu, espace de lieu, espace de convivialité aussi, parce que que ce soit le théâtre, la musique, la danse, etc., ce ne sont pas seulement des pièces qu'on offre, il y a un moment donné de rencontre, d'échange, et c'est aussi festif, parce que la culture, c'est aussi festif. Voilà, tout s'est fait de cette façon-là. Donc voilà, donc on est parti comme ça, et puis on s'est institutionnalisé au fur et à mesure, et puis il y a eu des subventions qui sont arrivées, et puis il y a eu des structures qui se sont créées, etc., etc. Et il y a même de cela une trentaine d'années, j'en parle parce que j'en fais partie, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, la SACD, donc, qui gère un tas de répertoires, que ce soit le théâtre, le cinéma, la télévision, la danse, la musique, la radio, les arts numériques, etc., etc., le cirque, la danse, a fait entrer les arts de la rue au sein de leur conseil d'administration. Okay. Voilà, pour dire qu'à un moment donné, il y a eu une reconnaissance grâce à cet engouement populaire qui fait que les arts de la rue, c'est quand même la France, c'est le premier pays importateur et exportateur des arts de la rue. Voilà, et on touche, bien qu'on ne soit pas si nombreux que ça au niveau des auteurs-autrices, on touche quand même 39% de la population, 39% des gens qui disent « Oui, cette année, j'ai vu un spectacle d'art de la rue ». Alors ça peut être un simple jongleur au coin d'une rue, ça peut être un cracheur de feu, mais ça peut être aussi un spectacle avec des acteurs, des actrices, des danseurs, des danseuses, parce que les arts de la rue aussi ont cette faculté à mêler les répertoires. Même la pyrotechnie, la mécanique, le cinéma,
le théâtre, la musique, la danse, etc., etc., etc. Et aller de plus en plus, surtout depuis qu'il y a une école qui s'est créée, une école d'auteurs, d'autrices, la FEAR à Marseille, vers des formes d'un peu d'exploration de comment on peut travailler avec l'espace public, que ce soit de l'espace urbain ou de l'espace rural. Donc il y a des travaux qui se font en territoire avec des spectacles qui se font dans la forêt, des spectacles qui se font dans des carrières, des spectacles qui se font au milieu de nulle part, etc., avec des formes tout à fait nouvelles, avec des gens qui viennent de la photographie, des gens qui viennent de l'architecture, etc., etc. Donc moi, je suis dans cette mouvance-là depuis longtemps maintenant. Et il se fait qu'il y a quelques années de ça, comme j'écrivais des scénarios de court-métrage parce que je travaillais avec un ami qui, sur le service de la jeunesse de Colombes, avait proposé de faire des courts-métrages. Bon, moi, j'écrivais les scénarios. Et de fil en aiguille, comme ça, lui, il en est venu à monter une association avec sa sœur ouais, qui s'appelle L'Œil du Baobab, il y a 20 ans maintenant. Et parallèlement à ça, moi, je me suis dit, je vais quand même faire une formation sur le scénario, parce que j'avais lu la Bible qui s'appelle La dramaturgie d'Yves Lavandier, que vous devez connaître, puisque c'est quand même la base de toute personne qui écrit, soit du théâtre, soit de la... etc. C'était très intéressant. Je me dis, ouais, mais le scénario, c'est spécifique. Donc, j'ai eu la chance d'avoir ce qu'on appelle un CIF, un congé individuel de formation. Vive quand même la formation professionnelle payée, c'est quand même un bonheur. Je ne sais pas où ça en est dans ce pays, parce que là, comme tout fout le camp, je ne sais pas où on est de la formation professionnelle, mais j'ai pu faire un stage de 7 semaines voilà, sur le scénario. Et moi, ça m'a donné l'envie de faire un spectacle de rue qui soit à la fois du théâtre et du cinéma. C'est-à-dire... souvent, moi, quand je bossais avec des compagnies, je réexpliquais ce que c'est la dramaturgie, ce que c'est l'annonce, le paiement, l'ironie dramatique, etc., etc., etc. Bref, parce que j'intervenais comme auteur ou metteur en scène ou dramaturge. Et à un moment donné, j'ai eu l'envie de faire un spectacle où tout cela soit dit de façon implicite. Et donc, l'idée qu'on a eue, c'était de tourner un western muet, et que ce western soit entièrement bruité, musicalisé et dialogué en direct. Donc l'idée, c'était de dire que ce western, c'était un film muet qui avait été tourné en 1919, et on le présentait bobine par bobine. Donc il y avait 8 bobines a priori à présenter. Donc entre chaque bobine, il y avait aussi des échanges avec les spectateurs, le public. Après, il y avait des accidents en cours de bobines pour parler du suspense, par exemple. Il y avait une bobine qui avait disparu, donc qui était jouée complètement de façon théâtrale sur le plateau. Il y avait la bobine qui prenait feu à la fin, donc on n'avait pas la fin de l'histoire. Donc aussi savoir à la fin, tout le monde se doute de la fin, mais qu'est-ce que ça apporte de la voir ou de ne pas la voir, justement, comment fonctionne le cinéma vis-à-vis de ça, et comment l'image finale, c'est-à-dire la résolution de tout, elle est importante. Puis pareil, il y avait les histoires de personnages. Qui est le protagoniste? Là, c'était un western où il y avait plusieurs protagonistes, mais dès le début du film, on ne sait pas qui va devenir, entre guillemets, le héros. Donc il y avait les comédiens qui se disputaient un peu entre eux pour savoir qui allait être le personnage principal, dans quelles conditions, etc., etc. Donc ce spectacle qui s'appelait le film du dimanche soir. Et à la fin, d'ailleurs, le public faisait la bande-son du public du tribunal, parce que ça finissait sur un procès. Donc nous, on avait des petites affichettes, et le public faisait la bande-son de tout ce qui se passait dans le tribunal pendant la situation. Et non, c'était bien. À un moment donné, c'est le public, il y avait une grosse scène où il y avait une bagarre entre les protagonistes et les Indiens. Il y avait donc le public, il y avait des revolvers et tirait sur les Indiens, sur l'écran, etc. Jusqu'au moment où il y avait un petit Indien de 7-8 ans qui apparaissait et se prenait une balle dans la tête. Et du coup, c'était aussi toute une réflexion sur qu'est-ce qu'on montre au cinéma, jusqu'où on va, comment on peut banaliser des génocides ou le fait de tuer, etc., etc. dans certains films. Donc tout ça, c'était des éléments de réflexion tout le temps qui étaient joués avec le public, puisque dans le spectacle de rue, on a cette chance aussi, c'est qu'on intègre le public dans le dispositif de la création, et on est de toute façon nous-mêmes à jouer nos personnages qui sont présentés. On est avec une certaine distanciation sur ce qu'on est en train de faire tout le temps. Et donc ça permet cet échange régulier avec les spectateurs sur ce qui est en train de se passer sur le plateau. Donc il n'y a pas de quatrième mur, quoi. On est tous ensemble dans la même création tout le temps.
Ce spectacle a eu un succès retentissant, bien qu'il ait été très difficile à réaliser parce que ça a demandé beaucoup d'argent et personne n'y croyait, ni au niveau des coproducteurs, ni au niveau même de mes collègues, parce qu'il y avait la difficulté déjà de tourner le western, etc., quoi, qui a été tourné grâce aussi à l'œil du Baobab, qui est venu travailler d'arrache-pied pour 3 francs 6 sous. Et à la suite de ça, moi je me suis dit, c'est bien d'intégrer les gens à la restitution d'un film et de se poser la question sur la dramaturgie, sur comment ça fonctionne, etc., l'identification, etc., etc. Enfin bref, la dramaturgie au sens le plus large. Et je me suis dit, mais par contre, ce qui serait bien, c'est peut-être de construire avec les spectateurs un film. Donc comment on pourrait intégrer les spectateurs qu'ils désirent à un plateau de cinéma et que comme nous, dans notre espace, il n'y a pas de 4e mur, comment on peut avoir un plateau de cinéma qui est grand ouvert pour que les spectateurs, spectatrices, badauds puissent intégrer le plateau de cinéma, y s'y retrouver. Et donc, je rigole parce que donc non, parce que pareil, on a monté le projet, personne n'y croyait, et on a eu la chance, suite quand même à beaucoup de difficultés, de faire un pilote. Et on a pu tourner au Pays Basque et faire l'expérience au Pays Basque de ce que pourrait être l'histoire. Ce projet, il s'appelait Fiction, avec un grand F et un grand X, parce que l'idée, c'était aussi d'intégrer des effets spéciaux pour qu'à la restitution, les gens voient aussi ce que c'est le cinéma, parce que, comme dirait l'autre, l'effet spécial, c'est le cinéma du cinéma, quoi. Et c'est toujours intéressant de tourner quelque chose. Pour le public qui vient, c'est intéressant de voir qu'effectivement, une fois le montage, quand il y a la musique, le bruitage, etc., ce qu'ils ont tourné, l'endroit où ils ont tourné, ça n'a rien à voir. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était notre rapport à l'espace public, puisque tout d'un coup, on invitait les gens dans l'espace public, et cet espace public devient un cadre dramaturgique, c'est-à-dire comment un morceau de port, une rue, tout d'un coup devient un espace de jeu et prend une autre signification. Donc voilà, c'est toujours le rapport à l'espace public qui nous titillait aussi, puisqu'on vient de là. Nous, sur ce tournage aussi, on a un grand écran de télé, donc les gens peuvent voir à la fois ce qui se passe sur le plateau et voir ce que le réalisateur voit dans son petit écran. Et il y a aussi tout un côté, du coup, éducation artistique, c'est-à-dire que les gens voient ce qui se passe, les gens voient ce qui est filmé, et du coup, ont leur œil dessus. Donc c'est intéressant parce qu'ils regardent l'image et puis ils font des retours sur ce qu'ils ont vu, sur comment ça a été joué, etc., etc. Tout d'un coup, tout le monde devient un peu script, un peu réalisateur, en disant « Ah, il y a eu un regard caméra, là, il y a eu du mou dans le poing. » Enfin, parce que petit à petit, comme nous, toute l'équipe technique est là et répond aussi aux spectateurs pour dire pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça, comment on le fait, etc. Les gens petit à petit s'approprient aussi le vocabulaire. Les enfants, on les incite à aller faire le clap pour leur expliquer aussi c'est quoi une séquence, un plan, une prise, c'est-à-dire comment ça fonctionne, comment c'est découpé. Sur le plateau, il y a le storyboard, il y a le scénario, donc les gens ils peuvent toujours voir qu'est-ce qu'on est en train de faire, pourquoi on le fait, comment on le fait, et toute l'équipe technique qui est là, qui est une petite équipe technique, hein, on est une douzaine, hein. Il y a le réal, il y a le premier assistant, il y a le chef-up, il y a l'assistant caméra, il y a la script, il y a de la déco, il y a de la direction d'acteur, etc., etc. Tous les gens sont habilités à répondre aux spectateurs tout le temps, c'est-à-dire que tous les spectateurs peuvent venir poser des questions, participer au tournage, etc. Et voilà, ce projet-là, on a fait un pilote, on a envoyé le pilote, et tout d'un coup, il y a plein de gens, mais qui sont issus des arts de la rue, c'est-à-dire des CNAREP, des Centres Nationaux des Arts de la Rue et de l'Espace Public, qui ont dit ce projet nous intéresse. Et ils ont commencé à nous faire des commandes, ce qui nous a peu embêtés, parce qu'à ce moment-là, il a fallu écrire un scénario qui n'existait pas à la base, puisque c'était une idée comme ça, une idée lancée d'une main qui court toute seule et qui tue des gens. À un moment donné, il a fallu savoir pourquoi cette main avait été toute seule, pourquoi elle tuait des gens, etc., etc. Et puis après, c'est le drame quand on est auteur, entre guillemets, ce qui était mon cas, parce qu'à un moment donné, on écrivait un petit peu au fur et à mesure des endroits où on allait tourner, puisque à chaque fois qu'on allait tourner dans un endroit, on nous proposait des lieux,
on nous proposait des gens, du public qui allaient jouer, des enfants, des parents, des vieux, des jeunes, un petit groupe, un gros groupe, c'était vraiment aléatoire à chaque fois. Et donc à chaque fois, il fallait réécrire les scènes pour pouvoir intégrer tout le monde. Alors au début, ça s'est fait assez aisément parce que du coup, moi je faisais un petit peu, j'inventais l'histoire. On avait un château, alors tiens, ça tombait bien, on allait faire des scènes dans le château. Et puis au bout d'un moment, il fallait bien que le scénario existe. Mais le problème d'écrire un scénario, surtout sur ce qu'on voulait être une série à la base, c'est que on se laisse emporter par ces personnages, on se laisse emporter par tout un chacun, et puis au début il y a 3-4 personnages, et puis on se rend compte qu'il y en a d'autres qui seraient bien aussi, puis qu'il faut traiter ces personnages-là, et puis que du coup il faut aller à la résolution de ci, à la résolution de ça, et puis qu'en même temps il faut que ça ait du sens, et qu'en même temps on se retrouve dans des situations où on nous laisse un hangar pour tourner qui ressemble à rien, on se dit on va faire une scène de squat, donc on arrive à faire des scènes qui sont sociales, on travaille dans un collège avec des collégiens, donc on va parler du harcèlement, parce que c'est les sujets qui sont, et petit à petit on intègre plein de choses à l'intérieur du scénario qui n'étaient pas forcément prévues au départ, mais qu'on fait exister parce que on a entre guillemets les acteurs, parce qu'on a les lieux, et du coup, tout ça s'intégrant, ça part en cascade après. Et du coup, la série, elle est devenue monumentale, surtout quand la script, elle m'a dit, moi je veux l'intégralité du scénario, parce que là, on ne s'y retrouve pas. Donc ça a été à un moment donné tout écrire, la fin comprise de l'histoire, pour que ça ressemble à quelque chose. Et du coup, quand on a écrit ça, on s'est retrouvé un peu prisonnier, puisqu'il y avait des scènes qui étaient écrites, qu'il fallait tourner, mais qui étaient avec justement les personnages principaux. Donc il a fallu à chaque fois les réintégrer à des situations où on pouvait faire jouer d'autres gens. Donc les mettre dans des cadres où les choses se passaient autrement. Donc là, ça a été une histoire, ça a été une vraie aventure aussi. Et puis, il y a eu un autre phénomène aussi, c'est que quelquefois, il y a des gens qui sont venus jouer, qui étaient énormément sympathiques, qui étaient énormément excellents, qui avaient une envie folle de jouer et qui ont fait le travail de façon remarquable. Et on s'est dit, c'est pas possible que ces gens-là ils jouent qu'une fois, il faut qu'on les réinvite. Donc on a réécrit aussi des séquences pour pouvoir réintégrer ces gens à l'histoire. Donc le scénario s'est toujours enrichi aussi du fait des gens qu'on a invités. C'est-à-dire ils ont participé quelque part à la construction du scénario de par leur engagement dans l'histoire. Donc ça, c'était aussi quelque chose comment dirais-je, d'intéressant, puisque c'était aussi un aller-retour avec le public. Parce qu'on dit souvent, moi on me dit souvent, oui, on joue dans l'espace public. Moi, j'ai toujours tendance à dire, oui, mais on joue aussi dans l'espace du public. C'est-à-dire qu'en dehors de ce dont je vous parlais tout à l'heure, ce qu'on appelle un peu le spectacle in situ, c'est-à-dire où on prend en compte la scénographie de l'endroit dans lequel on se trouve. Il y a aussi le in foro, c'est-à-dire l'endroit où est le public. Quel est ce public? Voilà, et nous, on prend en compte aussi le public pour lequel on joue. Quand on joue dans un village de 300 habitants, c'est pas pareil que quand on joue dans une ville de 90 000, mais en même temps, il faut qu'on s'adresse de la même manière à tout le monde. Et si nous, on a fait le choix d'aller jouer dans la rue à une époque, c'est plus pour aller à la rencontre du public, en fait, que d'écrire des histoires qui correspondent à l'espace dans lequel on est. Donc, à travers ce projet, qui est un projet cinématographique, on se retrouve malgré tout complètement dans ce jeu de jouer dans l'espace du public et de jouer avec le public. Alors, il y a eu des fois des scènes amusantes. On s'est retrouvé une fois avec un monsieur qui passait, qui dit qu'est-ce qui se passe? On lui dit on tourne un film. Il dit ah oui. On lui dit vous voulez regarder? Il dit ah ouais, venez voir comment ça se passe, etc. Donc il rentre et après c'est vachement bien et tout, etc. Puis on lui dit mais ça vous dirait de jouer dans le film? Ah bon, on peut jouer dans le film. Je dis oui, on tourne demain, il y a des scènes, il y aura des squatteurs, il y aura il y aura de la police, etc. Si vous voulez, il dit ah ouais, je sais pas bien jouer un policier, tout ça. Je dis il n'y a pas de problème, vous venez demain et puis vous jouez un rôle de policier. Et il revient le lendemain, donc il a joué le rôle. Et à côté de ça, il y a un gars de la ville, c'était à Noisy-le-Sec, qui a fait un making-of, et donc qui a interrogé les gens. Et à un moment donné, cet homme a interrogé, et la question c'est « Et qu'est-ce que ça vous a apporté de tourner dans ce film ?» Et sa réponse c'était de dire « Ah je vois la police autrement maintenant. » Voilà. Parce que c'est vrai que la police était mise vraiment mal à l'aise dans la situation-là, et
et jouer ça, quoi. Donc c'est assez rigolo, quoi. Puis ça nous a permis aussi de faire jouer des fois un groupe de retraités avec une classe de CM2 qui se retrouve à jouer dans la même séquence, et du coup on mixe les populations comme ça, les générations qui se retrouvent à jouer une scène ensemble. Alors c'est pas forcément à chaque fois il faut trouver ce qui va faire coïncider, que ça puisse servir le scénario quand même à chaque fois. Donc à chaque fois c'est un peu quand même un peu capillotracté, comme on dit, tiré par les cheveux, mais ça existe. Et puis le fait que ce soit une série, du coup, ça ne nous embête pas, parce que l'histoire, elle avance malgré tout. On n'a pas besoin qu'elle avance à toute vitesse. On prend le temps de raconter l'histoire. Donc ça, c'est un projet qui est loin d'être fini, parce que sur les 12 épisodes à peu près écrits de 26 minutes, on a dû en tourner entre 5 et 6, donc il y a encore beaucoup de travail. Mais c'est pas très grave, et je me dis que même si on va jamais au bout du projet, je veux dire, il existera quand même quelque chose. Là, on a fait un tournage au mois de décembre à La Roche-Guyon, dans le château. Donc on a pu tourner les séquences qui se passent au XVIIe siècle. On a pu finaliser ça. On a tourné à Bobigny au mois d'avril. Donc là, on a fait des séquences qui se passent avec le commissaire de police, notamment, qui poursuit l'enquête de cette main qui court. Et on a tourné à Montreuil, et là, à Montreuil, on a réécrit des scènes qui n'étaient pas forcément dans le scénario, qu'on a réadapté pour faire avancer l'histoire, mais on a écrit une séquence en plus qu'on a rajoutée au scénario pour pouvoir jouer avec les gens qui étaient là, et notamment le groupe de théâtre des enfants qui a voulu participer. Ils étaient une douzaine, donc on a écrit aussi spécifiquement pour eux. Donc ça, c'est intéressant aussi, puisque les gamins, ils sont venus jouer, et ils ont joué quelque chose qui leur est vraiment consacré. Voilà, c'est-à-dire, ils n'étaient pas en figuration sur des séquences. Voilà pour vous expliquer le travail dans lequel je suis actuellement. Et là, on a un tournage à Clichy au mois de juillet. Et une fois qu'on a fait les tournages, on fait les montages, et la restitution, elle se fait dans les cinémas de la ville. Alors on tourne à Clichy, pourquoi? Parce qu'ils vont ouvrir un nouveau cinéma. Donc c'était une demande aussi de dire qu'il faut que le cinéma soit intégré au quartier, à la population. Donc on va tourner dans le quartier où le cinéma va s'ouvrir. À Bobigny, pareil, ils vont ouvrir un nouveau cinéma. Donc on a tourné dans le quartier où le cinéma va s'ouvrir, et du coup les premières projections qui auront lieu dans ce cinéma, ce sera la restitution de ce que les gens ont tourné. Donc les gens vont voir ce qu'ils ont tourné, et ils vont voir aussi d'autres séquences de la série pour qu'ils comprennent dans quoi ils ont tourné, parce que là ils ne le savent pas encore. Donc c'est ça aussi ce qui est assez beau, c'est qu'à la fois ils découvrent des choses, et en fait ils viennent et ils découvrent aussi d'autres gens qui ont tourné dans d'autres épisodes, dans d'autres séquences, et quand le générique apparaît, là, avec les 600, 700 noms de gens qui ont participé au film, bon, nous, généralement, on prend la parole à ce moment-là, parce que sinon, le générique, il dure plus longtemps que la séquence. Voilà. Donc, c'est aussi un travail que... Moi, je viens des arts de la rue, je viens de l'éducation populaire. Hein. Si j'ai fait ce métier-là aussi, c'est parce que chez moi, il y avait une MJC. C'est parce que quand on était à l'école, on avait à l'époque, on faisait aussi du théâtre, de la musique, de la gymnastique, du chant, du dessin, etc., avec des profs spécialisés. Et moi, je crois que c'est une nécessité d'en passer par là, dans une société qui se délite, hein, entre guillemets. Donc aussi redonner la possibilité à des gens de redécouvrir quelque chose, c'est chouette. Et du coup, souvent, on a les gens là qui... l'exemple, c'était aux Ulysses. On fait ce qu'on appelle des castings. En fait, c'est pas vraiment des castings. Les gens, ils viennent, ils s'inscrivent, et ils disent s'ils ont envie de jouer, s'ils n'ont pas envie de jouer, s'ils ont envie de faire la technique, s'ils ont envie de donner un coup de main au costume, au maquillage, etc. Et s'ils ont envie de parler, de ne pas parler. Alors des fois, il faut faire attention. Les gens disent ouais, moi j'aimerais bien avoir un rôle parlant, etc. Et puis arriver devant la caméra, c'est la catastrophe. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça casting. On prend tout le monde, mais après on essaye d'être un peu vigilant sur comment on peut faire jouer les gens pour pas mettre le tournage en difficulté. Et là, donc aux Ulysses, il y a une femme qui est venue, qui avait une très très grosse envie de jouer. Elle était jeune retraitée. Et on a bien senti qu'elle avait vraiment quelque chose à défendre. On l'a fait jouer, elle a tenu un vrai rôle.
Et tout de suite derrière, elle s'est inscrite sur des sites de figuration. Et en fait, ça y est, elle est partie. Là, elle fait plein de figures et tout. Elle est super contente. Et là, elle revit parce que elle s'ennuyait. Et elle s'ennuie plus. Elle travaille et elle s'éclate complètement. Chose qu'elle n'aurait jamais imaginé faire. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas eu le tournage dans la cité où elle était, elle se serait jamais dit, tiens, je vais essayer de tourner dans des films, quoi. Donc des fois, il y a des petites choses qui se passent comme ça, et puis aussi avec les gamins qui viennent, qui jouent, etc., puis qui après vont s'inscrire à des cours de théâtre parce qu'ils ont envie de continuer quelque chose. Donc là, on est complètement dans ce que sont aussi les arts de la rue et comment il y a eu cette résurgence des arts de la rue, c'est-à-dire l'éducation populaire, quoi. Aller vers les gens pour que les gens ils découvrent de nouveaux territoires d'expression, de rencontres, de vivre ensemble, et ce qu'on dit dans le petit teaser qui présente le film, à un moment donné, de faire humanité. Après, il y a eu aussi d'autres choses. Bon, il y a d'autres choses amusantes quand on a tourné justement aux Ulysses. C'est pour ça que ça me vient dans la cité du Barcelo. C'est une cité où il n'y a pas de voiture, où il y a des grandes buttes avec des pins, etc. Il y avait donc un côté un peu Pays Basque land comme ça, et du coup un des effets spéciaux qu'on a fait, c'est qu'on a mis au bout de la cité un fond vert et on a mis la mer au bout de la cité. Donc les gens étaient dans la cité en maillot de bain avec des bouées, etc., etc. Donc tout d'un coup la cité prenait une autre image. Ben, c'est ça aussi la transformation de l'espace public, hein. Et quand on a fait la restitution au cinéma des Ulysses, il y a une dame qui a dit moi, je vous remercie d'une chose, c'est d'avoir amené la mer dans notre cité. Voilà, donc c'est rigolo quoi, comme réaction quand elle a vu le film en se disant il y a la mer dans la cité. Enfin, donc c'est vrai que la fiction, bah, ça reste quelque chose qui touche les gens, qui émeut les gens, qui les emmène ailleurs. Et le cinéma est un merveilleux moyen de fiction et de pouvoir y intégrer des gens qui a priori ne s'y seraient pas retrouvés. C'est aussi toute la finalité de ce dispositif. Voilà, je vous ai tout raconté. Peut-être vous avez des questions et j'y réponds, mais c'est vous qui voyez. Ah ouais, non. Les subventions, c'est comment? C'est les mairies, c'est... Enfin, même vous êtes payé comment finalement? Alors, l'argent, un tournage. Alors, il y a déjà la compagnie L'Œil du Baobab, hein, qui est une compagnie qui est située à Colombes. Les locaux sont offerts par la mairie de Colombes. Bon, c'est 2 Algeco, hein, c'est pas non plus, c'est pas la SACD, hein, c'est pas un hôtel particulier, hein, mais il y a 2 Algeco qui sont offerts gracieusement par la ville et une petite subvention à côté de la ville, une petite subvention de fonctionnement qui est de 3 000 €, c'est pas non plus, voilà. Après, on a dans le cadre de la PAC, on a aussi de l'argent qui permet d'avoir une employée qui est à 4 jours sur 5, voilà, qui sont des subventions plus région. Après, jusqu'à maintenant, la compagnie L'Œil du Baobab vivait avec ces petites subventions-là, tournait comme ça. Quand ce projet s'est fait, il y a eu une espèce aussi, quand je parle d'engouement public, mais un engouement du ministère, un engouement du 95, parce qu'on a beaucoup tourné sur le 95, et de la région, etc., chose qu'on n'imaginait pas non plus, qui a fait que des subventions soient arrivées de façon plus conséquente. La DRAC nous a conventionnés sur 3 années, avec un budget conséquent, le Val d'Oise, le 95 aussi, la région aussi, etc., pour qu'on mène à bien ce projet. Après, ce qui permet, grosso modo, ce qui nous permet à nous, aux réalisateurs, à la monteuse et à moi, quoique moi je suis à la retraite, donc je suis pas payé pour tout le travail que je fais, notamment tout ce qui est écriture du scénario. Mais ce qui nous permet quand même de préparer le travail et d'avoir des salaires en tout cas pour faire ça. Et après sur les tournages, là où on emploie une quinzaine de personnes pendant un certain temps, un petit peu plus avec l'assistant réal, avec la script, avec la costumière, qui effectivement doivent travailler en amont sur ce qui va se passer. Après et le chef-op évidemment. Après sur le tournage de jour J, ce qui est de l'ordre du maquillage, etc., c'est des gens qui sont payés vraiment sur le temps du tournage. Là, ce sont les villes qui achètent généralement. Donc, il faut imaginer que ce qu'on vend, nous, ça coûte à peu près 50 000 €. Alors, 50 000 € pour 3 jours de tournage et 3 jours de préparation dans la ville
et 1 ou 2 castings en amont, et des fois des rencontres avec la population, avec des projections au préalable pour qu'ils sachent dans quoi ils vont venir, etc. etc. Or 50 000 euros, c'est pas un budget énorme pour une semaine sur la ville avec 3 jours de tournage, on pourrait se dire. Après, c'est un budget énorme pour les villes quand même par rapport à de l'action culturelle ou à faire venir un spectacle. Mais, et surtout, parce que ça ne concerne pas à la base un grand nombre de participants, quoi qu'à Clichy, il y a 150 personnes qui sont inscrites pour jouer, c'est énorme, de 4 ans à 86 ans, donc ils vont jouer tous, ils vont jouer. Ouais, c'est énorme, c'est énorme. Sans compter les spectateurs qui vont passer, qui vont voir les choses, qui vont peut-être être intégrés au tournage, voilà. Donc nous, ça demande aussi une gestion, ne serait-ce que rien que sur le droit à l'image et sur l'organisation des plannings pour faire venir les gens tel jour, qui est libre tel jour, qui peut venir tel jour, qui peut faire telle chose tel jour, toute la problématique du costume, puisque là à Clichy on a une scène de décapitation qui se passe en 1793, donc il va y avoir au moins 50 personnes qui vont venir jouer là-dessus, donc il y a 50 costumes à gérer, etc., etc. Donc c'est 50 000 euros, c'est pas non plus une somme phénoménale, mais jusqu'à maintenant, on a réussi à avoir, entre les subventions, les achats, etc., la possibilité de financer tout cela. Okay. Et le matériel, c'est l'œil du Baobab? Alors, l'œil du Baobab, qui existe depuis 20 ans, a maintenant un matériel assez conséquent. Ouais. Que ce soit la caméra, c'est une Canon, c'est une C500, je crois, un truc comme ça. Après, le banc de montage, ils travaillent sur Final Cut, DaVinci, etc. pour l'étalonnage. Là-dessus, il y a tout le matériel et les logiciels. Après, au niveau de la lumière, c'est pareil, on est gavé de minettes, de LED, etc., etc., etc. Enfin, je dis gavé, il y en a beaucoup. Au niveau du son, il y a tout ce qu'il faut, micro-cravate, perche, micro, etc., etc. Tout ce matériel-là a été acquis au fur et à mesure, évidemment, et continue à être acquis encore au fur et à mesure. On a fabriqué les rails de travelling, donc on a le travelling. On nous a donné une espèce de Luma, mais qu'on a utilisé une fois et qu'on n'a pas assez plus de temps à monter la Luma qu'à s'en servir. Donc là, pour l'instant, on a fait une pause. Des fois, on utilise des drones aussi. Alors, quand on utilise des drones, nous, on n'a pas de drone, mais on travaille avec quelqu'un qui vient avec et qui sait les utiliser. Donc, tout le matériel, on l'a. On fait pas de luck. On a aussi une C100 à côté qui nous permet aussi généralement de faire le making-of ou de faire autre chose à ce moment-là, etc. On a du fond vert, on a tout ce qui est évidemment réflecteur, etc. etc. Tout ce qu'il faut au niveau lumière, son, etc. Comment ? Il y a tout. Normalement, il y a tout. Oui, voilà. Bon. Mais ça s'est fait au fur et à mesure. Hein. Le rail de travelling, il s'est fait au fur et à mesure. Il faut imaginer qu'on n'avait pas de bazooka au début pour tenir la caméra. C'était sanglé avec le pied. Une fois le rail de travelling s'est chuté, tout est tombé. La caméra a été sauvée in extremis par le chef-up. Il faut dire que c'est beaucoup de bricolage et quand même beaucoup de temps passé par des gens qui travaillent pour l'association de façon bénévole. Voilà, c'est-à-dire il y a beaucoup de bénévolat au niveau de la construction, du rangement, de l'écriture, du découpage, etc., etc., etc. C'est-à-dire tout le travail qui est fait en amont et le travail aussi qui est fait en post-prod, le temps du montage, etc., etc. C'est des jours et des jours de boulot qui ne sont pas payés des jours et des jours de boulot, quoi. Voilà. Alors, la chance qu'on a aussi dans ce pays, c'est que beaucoup sont intermittents du spectacle. Donc, en même temps, ils savent que si un jour ils travaillent, ils peuvent consacrer du temps, même si c'est pas franchement légal de ne pas se payer quand on travaille. Mais en même temps, on sait que c'est un procédé généralisé. On sait bien que les intermittents du spectacle, ils ne travaillent pas que quand ils sont payés. Voilà, et qu'au contraire, ils travaillent énormément, beaucoup plus, et que toutes les productions, que ce soit théâtrales, musicales, etc., profitent de ce système, mais que malgré tout, c'est un système qui fait ses preuves et qui fait que le cinéma français rayonne dans le monde, que le théâtre français rayonne dans le monde, etc., etc., et qu'on a une proposition culturelle dans ce pays qui est quand même magnifique, on peut le dire. C'est clair. Voilà. C'est vrai.
Mais en tout cas, c'est un projet qui est hyper enrichissant, je trouve. Enfin, hyper original. Ça permet de rassembler des gens, des passionnés, des gens qui connaissent rien, de créer des vocations. Et ouais, de rassembler juste les gens en fait et de faire des belles choses, enfin de faire des beaux projets en tout cas. Voilà, l'art sert à faire humanité, ce qu'on dit tout le temps, c'est des moments de rencontre où il y a, nous, moi, sincèrement, j'ai évoqué plein de souvenirs des fois où j'avais la larme à l'œil, hein, concrètement, parce qu'on a vu des choses magnifiques avec des petits-enfants, avec des personnes âgées, avec des gens, tout bêtement, qui étaient là, qui donnaient de leur temps, de leur envie, avec le trac, avec tout ça. Et puis ça permet de mêler des gens aussi, parce que là, nous, on ne s'arrête pas à se dire, même sur les scènes du XVIIe siècle, t'es caucasien, t'es maghrébin, t'es afrodescendant, etc., etc. On s'est organisé pour que tout le monde puisse participer, sans se dire, ah ben non, là, c'est une scène du XVIIe siècle, comment on travaille. Et même dans ce qu'on fait actuellement, on dit que tout le monde joue. C'est-à-dire, on ne se pose pas la question de se dire, faut qu'on soit dans une rigueur historique, etc. Qui veut jouer, vient jouer. Et c'est ça qui est super aussi, quoi. On arrive à brasser des gens qui ne se seraient pas forcément retrouvés sur d'autres projets, et où là, tout le monde est mélangé à faire les mêmes choses, mener les mêmes actions. Donc ça, c'est chouette aussi, quoi. Et ouais, puis avec les gamins, ouais, je les ai vus jouer des fois, mais des tout petits, hein, de 4 ans, qui venaient faire des choses. Moi, je me souviens, il y avait une scène d'explosion à un moment donné, tout le monde était blessé, etc. Puis il y avait un petit gamin, un petit tout rond et tout, qui était allongé par terre et tout. Puis à un moment, puis on tournait, puis je vais le voir, puis il se relève, puis il avait la marque du gravier sur le visage, comme ça, et il n'avait pas bougé. Je lui dis, ça va et tout, j'ai caressé la joue, j'ai dit, faut pas rester comme ça. Il me dit, ouais, mais faut pas bouger et tout. J'ai dit, ouais, mais quand on tourne pas, écoute, j'ai été lui chercher un truc pour qu'il pose sa tête, et tout, et puis il jouait bien dès qu'il fallait, il faisait le mort par terre et tout. Voilà, c'était trop mignon. Un autre jeune qui devait faire une cascade aussi, qui tombait dans les fourrés. Quand il faisait la cascade, il la faisait complètement et tout. À chaque fois, on avait peur qu'il se blesse. Puis il me disait, non, mais le cascadeur, il m'a montré, il faut faire comme ça. Ouais, mais attends, fais attention quand même. Fais attention à ce que tu fais. Voilà. Vous avez forcément créé des vocations à un moment donné, où vous avez donné l'opportunité à certaines personnes, peut-être... Il y en a, on leur laisse pas forcément l'occasion de montrer ce qu'ils savent faire ou montrer leur talent parce qu'ils n'ont pas le contact, ils n'ont pas le truc. Et là, finalement, en fait, ça permet à des personnes de... Ouais, ça leur laisse l'opportunité ou ça leur donne la chance, ça leur offre une future vocation, un futur métier, quoi. Ils se disent, ah, ça existe, en fait, je peux peut-être faire ça de ma vie, quoi. Ouais, c'est cool. C'est tout le cas, ouais, on revient à ça. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Au Bourget, il y avait une association qui s'appelait le CTB, le Centre Théâtral du Bourget, où il y avait des cours de théâtre. Il fallait s'inscrire, les gens prenaient des cours de théâtre, il y avait des professeurs. Et là, il y avait un gamin de 14 ans qui venait au Centre Théâtral du Bourget, qui n'était pas inscrit, mais on le laissait rentrer, puis juste il regardait. Il regardait comment, etc. Puis il est venu souvent, il est venu longtemps. Et à un moment, des fois, moi, j'étais pas à ces cours-là, mais on lui disait, tu veux faire une impro de temps en temps, etc. Donc il allait faire un truc, voilà. Mais juste parce que la maison était ouverte, il venait et il regardait. Et ce mec-là, c'est Roche Dizem. Voilà, alors là, vous lui avez donné une sacrée vocation quand même. Hein, voilà, comme quoi ouvrir les portes, et quand il n'y a pas de porte, c'est encore mieux, c'est l'espace public. L'espace public, il est ouvert, il appartient à tout le monde. C'est quand même une nécessité parce que je reviens toujours à la même phrase, c'est comme ça qu'on fait humanité et qu'on est avec les gens et que, comme tu dis, susciter des vocations, mais pas simplement susciter des vocations aussi, c'est juste même donner à voir les possibles, voilà, et les choses, comment elles se font, comment elles se fabriquent, quoi. Parce que moi, je pense que, comme je disais, l'art, c'est quelque chose qui émeut, c'est quelque chose qui éduque, c'est quelque chose qui apporte. Et c'est bien qu'il ne soit pas enfermé dans les musées, c'est bien qu'il ne soit pas enfermé dans les théâtres, c'est bien qu'il ne soit pas enfermé dans les cinémas, c'est bien qu'à un moment donné, ce soit dehors et qu'on offre la possibilité à tout le monde de s'en emparer.
bien sûr, ne serait-ce qu'en tant que spectateur ou personne curieuse. Voilà. Et pour vous que ça dure. Non, c'est vrai. Non, c'était trop intéressant. Ouais, et ben merci beaucoup. Ouais. Et du coup, si on veut vous retrouver, c'est sur l'œil du Baobab déjà qu'on peut retrouver les infos, c'est ça? Alors, Ouais, le site de l'œil du Baobab, oui. Alors, vous verrez qu'il y a l'œil du Baobab a fait plusieurs choses parce qu'il y a il y a fiction. À côté de ça, l'œil du Baobab fait des tournages, je vais dire entre guillemets, institutionnels. On a eu une commande de la préfecture sur la radicalisation. On a eu une commande du comité olympique sur l'homophobie dans le sport. Là où moi j'ai écrit les scénarios des petites fictions, justement. On a eu une commande aussi des fois de CSC sur la monoparentalité. Donc il y a des commandes qui sont faites comme ça, qui sont des œuvres de fiction qui sont réalisées souvent pour faire débat, donc qui sont projetées dans les... Je sais qu'à la préfecture, on a appris, et ils ont beaucoup projeté Un taxi pour nulle part, qui est ce film sur la radicalité, voilà. L'homophobie dans le sport, ça a été montré dans pas mal de clubs aussi, de foot, des clubs du 92 en tout cas, puisque c'était le comité olympique départemental du 92. On a fait aussi il y a longtemps un film qui s'appelait Mauvaise langue, qui était une commande de la ville de Guyancourt, où en fait c'était pour expliquer comment à partir du moment où on parle mal, on va agir mal, quoi. C'est-à-dire comment avoir un mauvais langage, etc., entraîne des formes de violence, que la violence dans le langage entraîne forcément aussi une violence dans le corps. Donc il y a toute cette partie-là, et il y a une autre partie qui sont des expériences cinématographiques dans l'espace public, notamment l'autostudio. Alors l'autostudio, c'est un taxi anglais qui est transformé en studio de cinéma. Donc c'est posé dans l'espace public. Donc les gens arrivent. Il y a quelqu'un qui les aide à écrire un scénario, à tourner dans le taxi. Sur la lunette arrière du taxi, il y a des pelures. Donc il peut y avoir le désert, le fond des mers, des rues sombres avec des docks glauques, la ville de Londres, une forêt la nuit, etc., etc., etc. Donc les gens, des fois, ils ne se connaissent pas, ils sont 4, 5, 6, ils écrivent un scénario avec le scénariste qui va les aider. Après, ils passent au costume, ils choisissent et après, ils montent dans le taxi. Et là, on tourne. Les films, ils durent 2 minutes, 2 minutes et demie. Et après, ils passent au montage. Et au montage, ils peuvent choisir des musiques, un titre, rajouter des plans de coupe ou non, parce qu'on a un tas de plans de coupe qui sont préparés, etc. Et après, c'est projeté sur un écran dehors. Donc, on peut aussi simplement voir ce que les gens ont tourné, les voir tourner au fur et à mesure, etc., etc. C'est un autre sort cinématographique, en fait. Donc là, ça dure 3 heures. Et pendant 3 heures d'affilée, ils font une quinzaine de tournages comme ça. C'est trop bien. Ouais, c'est génial. Ah ouais. Et il y a un autre entresort aussi qui s'appelle simplement l'entresort fond vert. Et là, c'est un grand fond vert qui est installé dans l'espace public. Et il y a un tas d'accessoires et un tas de costumes. Et les gens viennent et ils tournent devant le fond vert. Et pareil, après, il y a tout le fond vert qui est mis en image. Et les gens, par exemple, il y a des gens qui font du ski nautique, par exemple, qui font du ski nautique avec juste des gens qui tirent sur le... C'est assez rigolo. C'est drôle d'ailleurs parce que j'avais vu le film sur le colonel Parker et Elvis Presley. Je ne sais pas si vous l'aviez vu, là, sur un biopic sur Elvis Presley. Ouais. Et il y a une des séquences où on voit Elvis Presley qui fait du ski nautique comme ça, avec derrière lui, par contre, un écran géant où on a la mer. C'était assez rigolo. Il y a une séquence aussi où il y a un dragon qui arrive au milieu d'un pique-nique, etc., etc., etc. Donc ça, c'est pareil, les gens, ils choisissent un petit peu le fond vert, ils prennent leurs accessoires, ils jouent une petite situation devant le fond vert, quoi. Et après, c'est monté, et puis ils découvrent le truc. L'autostudio, c'est vraiment chouette, parce que là, il y a des micros, il y a de la lumière, tout est installé dans le taxi, les gens racontent vraiment des histoires, ça joue vraiment à chaque fois des scénarios, alors qu'on n'a pas énormément de pelures, mais à chaque fois, les gens inventent des histoires incroyables, et aussi parce que les costumes sont visibles, donc il voit qu'il y a des robes de mariés, des trucs de mafieux, etc., etc. Donc tout de suite, ça leur donne des idées aussi. Et du coup, c'est le plaisir de jouer aussi à un moment donné, même des fois avec des gens qu'on ne connaît pas. Ils se retrouvent avec des gamins, des vieux, des trucs, ils font une équipe, et puis ils jouent, et ça joue comme ça, c'est assez rigolo. Donc ça fait partie aussi du cinéma dans l'espace public, quoi. Comment on met en place un studio de cinéma. Et tout ça sur le site de l'œil du Baobab. Oui, c'est Ouais. ça. C'est ça. L'œil du Baobab, ouais, sûrement. On fait l'œil du Baobab, on Et du trouve coup, un. Voilà. on va trouver.
Eh ben, merci beaucoup. Eh ben de rien, un vrai plaisir de vous rencontrer. Je sais que vous aussi, vous activez vraiment beaucoup pour comment dirais-je, pour que le cinéma ait le droit de citer, voilà. Et moi, j'ai participé à votre festival et c'était vraiment très, très, très chouette. Et félicitations pour la façon dont c'est fait, la façon dont vous avez invité les gens, la façon dont les débats se sont déroulés et comment vous avez mis en valeur aussi voilà, des gens qui, de façon des fois individuelle et solitaire, font des choses et qui ont, à un moment donné, besoin de rencontrer les autres, quoi. C'est évident. Clair, ouais. Donc, merci à vous d'organiser ces rencontres parce que les Merci rencontres, beaucoup. c'est essentiel. Merci, trop Merci. gentil. C'est dans la boîte!